Merci Sébastien. Je suis désolé, je ne parle pas espagnol, donc je vais faire mon intervention en français, comme Pierre Boulez. Oui, je suis parti simplement. D'abord, je veux préciser que je suis ni spécialiste de Pierre Boulez ni de John Cage, même si j'ai eu la chance de les rencontrer l'un et l'autre, séparément d'ailleurs. Et je suis parti simplement d'une interrogation qui est presque générationnelle, c'est-à-dire que Cage et Boulez représentent deux sphères de la création musicale qui en général, enfin que l'on oppose en tout cas, dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de la musique récente. C'est-à-dire qu'on ne fait que peu de rapprochements entre Boulez et Cage. Cage à qui on attribue, pour aller vite en gros, tout le domaine de l'aléatoire, et Boulez à qui on attribue d'une manière tout à fait exacerbée presque le domaine de la raison et de la rationalité. Et c'est vrai que quand on remonte au tout début de cette correspondance qui a été publiée dans les années 90 en France et que j'avais lu attentivement à l'époque, puis je les avais totalement oubliés jusqu'à ce que Sébastien me reprojette un peu dans ses écrits, on est frappé de voir comment ces deux compositeurs mythiques, disons-le, issus d'horizons assez différents, enfin culturels, géographiques, linguistiques, etc., se rejoignent pendant presque 10 années de leur vie sur une correspondance extrêmement fournie, qui effectivement trouve une chute sur un désaccord esthétique sans doute, mais peut-être aussi est-ce leur vie qui, à ce moment-là, bifurque. Et cette bifurcation, au tout début des années 60, me semble être aussi la fin d'une certaine époque, de la manière dont on envisage l'avant-garde et la création qui, ne l'oublions pas, dans ces années 50, concerne un cénacle extrêmement réduit d'artistes et d'intellectuels. Et c'est vrai que j'étais assez fasciné, et c'est ce que je vais vous lire maintenant avant de continuer mon propos, par la manière dont en 1949, c'est-à-dire à un moment où Pierre Boulez a 23 ans, rappelons-le, évidemment John Cage est un peu plus âgé de son côté, et je vais vous lire rapidement ce que dit Pierre Boulez des sonates et interludes pour piano préparés de John Cage, qui n'ont jamais été donnés alors à Paris. Donc il disait, quand même, on a besoin, je crois, de faire cet effort, c'est que le piano préparé, qui est devenu pour nous presque une espèce de seconde nature du piano, en 1949 à Paris, évidemment, c'est une espèce de fantaisie absurde. Et c'est presque pour moi, rétrospectivement, aussi absurde que ce soit à Boulez d'en faire la première introduction. Donc c'est en 49. En 1940, John Cage se tourne, mi par hasard, mi par nécessité, vers le piano auquel il avait déjà songé dès 1938, mais de façon encore plus rudimentaire. En 42 et 43, la recherche se précise et arrive peu à peu au piano préparé tel que vous allez l'entendre. Après bien des tâtonnements, Cage cherche quels objets pouvaient rester stables entre les cordes d'un piano, quels étaient les différents matériaux employés, de quelle façon les placer. Il en déduisit la nécessité de modifier la durée, l'amplitude, la fréquence et le timbre, soit les 4 caractéristiques d'un son. Pour la commodité de réalisation, il employait des objets courants tels que vis, clous, écrous, feutres, caoutchouc, pénis coincés verticalement entre deux cordes ou chevauchant horizontalement les 3 cordes relatives à une touche. De cette façon,
Ayant changé les 4 caractéristiques du son, on se trouve devant une individualité nouvelle pour chacun d'eux. Il est évident que chacun peut exercer son ingéniosité à enrichir de nouvelles possibilités, ce domaine encore vastement inexploré. John Cage lui-même varie la préparation du ou des pianos pour chaque nouvel ouvrage qu'il entreprend. J'ai parlé jusqu'alors uniquement de la recherche de Cage dans le domaine du matériau sonore. Je voudrais également suivre sa démarche en tant que compositeur. Il y eut d'abord, comme nous l'avons vu, négation du système harmonique traditionnel, basé sur les répétitions des différentes échelles séparées par la distance d'une octave, puis la volonté de donner à chaque son une individualité accusée. Or, on sait que la structure harmonique est le principe même de toute construction classique. Depuis Wagner et Debussy, il a fallu y renoncer. Comme Cage a éliminé la série de 12 sons, une structure rythmique fortement caractérisée lui devient indispensable comme support du discours. Pour bâtir cette structure, John Cage estime qu'il faut s'appuyer sur une idée purement formelle, impersonnelle, celle des relations numériques. Je prends un exemple simple. Un canevas de 10 mesures correspondra à un développement de 10 fois 10 mesures. Canevas et développement pouvant être divisés irrégulièrement. De plus, les divisions du canevas se retourneront multipliées dans les divisions du développement. Autrement dit, un nombre donné d'unités de mesure donne naissance à un nombre égal d'unités de développement. Enfin, ces structures s'appuient sur la notion de temps réel de la façon la plus exacte possible, c'est-à-dire qu'à 2 mesures dans un tempo lent, par exemple, on fera correspondre 4 ou 5 mesures dans un tempo rapide. On arrive ainsi à une structure numérique a priori que l'auteur qualifie de prismatique, que j'appellerais plutôt structure cristallisée. Dans ses premières œuvres où ses préoccupations se font jour, John Cage s'est servi des nombres entiers. Dans les sonates et interludes, il utilise les nombres fractionnaires. De plus, il a essayé de combiner la structure a priori de ses œuvres précédentes avec la structure classique la plus simple, 2 parties répétées, telles que la concevait par exemple Scarlatti. Donc vous voyez qu'on est dans une époque où un jeune compositeur de 23 ans, qui n'a jamais entendu encore les sonates et interludes pour piano préparé, est capable de préparer un discours d'une précision et d'une rigueur d'analyse qu'effectivement, sans doute, on ne prend plus la peine de faire aujourd'hui. Sébastien a sans doute absolument raison, c'est-à-dire que la lecture étant primordiale à cette époque de la musique, la phase de l'écoute est une conclusion de l'analyse presque. C'est-à-dire que c'est un langage extrêmement partagé par les musiciens et quelques musicologues, ce qui naturellement est une chose qui nous devient presque, non pas secondaire, mais en tout cas réservée à une autre sphère qui est plutôt celle des musicologues aujourd'hui, de savoir pourquoi on a besoin encore d'analyser la musique, alors qu'on peut la faire entendre initialement. Ce qui m'intéressait ici dans cet exemple, c'est de voir aussi comment l'un et l'autre essayent dans la correspondance, tout à coup, de récupérer le chant de leur interlocuteur. C'est-à-dire, on voit dans cette analyse que Boulez tire la musique de John Cage, y compris les sonates et interludes pour piano préparé, dans la sphère qui est la sienne. C'est-à-dire comme s'il se ressemblait par un certain nombre de conventions, notamment la dimension numérique et rationnelle de la composition, plutôt que le domaine aléatoire, qui est effectivement celui que l'auditeur entend d'abord dans les sonates et les préludes pour piano préparé, parce que la préparation du piano crée des conglomérats de sons qui sont tout à fait sujets à l'aléatoire. Une note répétée 2 fois, contrairement au piano tempéré, ne produit jamais le même effet sonore. Boulez en fait presque abstraction, même s'il parle d'individualisation des sons, pour se protéger presque, disons, dans cette analyse, sur le domaine qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire la capacité à analyser les choses d'une manière structurelle. Voilà, donc c'est un peu le commentaire que j'avais à faire. Après, il y a beaucoup de choses qui opposent les personnalités de Boulez et de Cage. Sans doute la rupture de 59
est un peu lié à cette divergence à la fois esthétique, mais aussi sans doute de carrière et de vision des institutions musicales. C'est vrai qu'on est frappé dans la correspondance par l'affection, par exemple, que porte John Cage à Boulez, d'une manière extrêmement sensible, quand Boulez essaye toujours de garder une certaine forme de distance et de garder toujours le débat sur des questions musicales, voire un tout petit peu institutionnelles, davantage que sur des relations, disons, personnelles. Donc voilà ce que je peux apporter dans cette première contribution. Et merci beaucoup Antoine, muchas gracias Antoine. Non, mais il ne faut pas être négatif, Miguel. Non, la vraie question qui, je trouve, enfin, une des questions qui se pose, c'est que on travaille sur l'histoire. Et effectivement, cette histoire de Pierre Boulez et John Cage, elle a été... non seulement on connaît les œuvres de chacun d'entre eux, mais en plus on connaît des relations épistolaires qu'ils avaient avec de nombreuses personnes, parce que Pierre Boulez a une correspondance absolument énorme, et Cage aussi, sûrement, je la connais moins, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils ont établi ce dialogue entre eux, même s'il s'est conclu à un moment, on est capable, nous, de le poursuivre, d'une certaine manière. Y compris d'en discuter ce soir, par exemple. Si on n'avait retrouvé aucune des lettres, c'est-à-dire que si la mémoire s'était perdue au moment où elle s'était faite, comme peut-être les emails vont disparaître avant même qu'on puisse les commenter, alors on aura effectivement beaucoup de difficultés à produire cet effet mémoire. Et c'est vrai que ce qui caractérise une certaine permanence dans la musique, disons occidentale, issue de la tradition classique, c'est cette permanence et des journaux et des correspondances. C'est-à-dire qu'on est capable, et c'est peut-être pour cette raison qu'on crée un phénomène d'imitation. C'est-à-dire qu'on peut, à titre individuel, se projeter dans l'idée qu'on aurait été telle ou telle grande personnalité de la musique ou des arts d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier qu'avant la musique individualisée, romantique d'une certaine manière, on a vécu une très très grande période musicale qui était totalement anonyme, où le compositeur n'existait pas en tant que tel, où la musique était une science qu'on était capable de développer parce qu'on l'apprenait, y compris une science numérique au sens propre du terme, et qu'on a perdu absolument tous les noms de ces compositeurs qui ont composé ces musiques. Donc rien ne dit effectivement qu'aujourd'hui, on ne va pas retrouver une espèce de communauté musicale plus collective qui peut-être va créer des œuvres, ou en tout cas des développements possibles, qui ne seraient pas attribués d'une manière aussi individuelle que celle qu'on a vécue jusqu'aujourd'hui. C'est un peu les symptômes qu'on peut avoir aujourd'hui. Et là, je le place dans un champ, disons, relativement noble, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, et ce dont parle, je crois, Miguel, c'est que effectivement, il y a une partie de la tradition, de l'activité musicale, qui est fortement attaquée par ce qu'on peut assez vulgairement, et je ne ferai pas de philosophie en le disant, le consumérisme. C'est-à-dire, la musique est devenue une industrie musicale. Enfin, en tout cas, on ne parle dans le monde entier que d'industrie musicale, et moins d'art que d'industrie musicale. Sauf dans les endroits où l'Argentine est un des pays, évidemment, où on est capable d'entretenir l'histoire de la musique et une certaine connaissance de l'histoire de la musique. Bonsoir à tout le monde. Je ne suis absolument ni spécialiste de Cage ni de Boulez, mais j'ai eu la chance de manger quelques champignons avec John Cage il y a longtemps.
et de boire quelques verres avec Pierre Boulez il y a longtemps aussi. Voilà. J'ai pas choisi une lettre, j'ai choisi de vous lire d'abord et peut-être d'introduire le débat sur une présentation qu'a fait Pierre Boulez des sonates pour piano préparé de John Cage en 1949. Donc j'ai choisi ça parce que c'est assez saisissant de lire avec le recul. En 1949, Boulez a donc 23 ans et il est amené à présenter des pièces pour piano préparé de John Cage qui sont absolument inconnues évidemment à Paris. Et je trouve qu'avec le recul, c'est absolument saisissant de voir comment Pierre Boulez, qu'on situe en général aujourd'hui aux antipodes de l'esthétique musicale de John Cage, est capable de présenter cette œuvre et de se l'approprier d'une certaine manière. Donc je vais commencer par là. Alors pardonnez-moi, mais je vais le faire en français selon l'original. Je fais un cut-up hein, dans le texte, que c'est un peu trop long. Donc en 1940, Cage se tourne mi par hasard, mi par nécessité vers le piano, auquel il avait déjà songé dès 1938, mais de façon encore rudimentaire. En 42-43, la recherche se précise et arrive peu à peu au piano préparé tel que vous allez l'entendre. Nous n'entendrons pas aujourd'hui, évidemment. Après bien des tâtonnements, Cage cherche quels objets pourraient rester stables dans les cordes d'un piano, quels étaient les différents matériaux à employer, de quelle façon les placer. Il en déduisit la nécessité de modifier la durée, l'amplitude, la fréquence et le timbre, soit les 4 caractéristiques d'un son. Pour la commodité de réalisation, il employa des objets courants tels que vis, clous, écrous, feutres, caoutchouc, pénis coincés verticalement entre 2 cordes ou chevauchant horizontalement les 3 cordes relatives à une touche. De cette façon, ayant changé les 4 caractéristiques du son, on se trouve devant une individualité nouvelle pour chacun d'eux. Il est évident que chacun peut exercer son ingéniosité à enrichir de nouvelles possibilités ce domaine encore vastement inexploré. John Cage lui-même varie la préparation du ou des pianos pour chaque nouvel ouvrage qu'il entreprend. J'ai parlé jusqu'alors uniquement de la recherche de Cage dans le domaine du matériau sonore. Je voudrais également suivre sa démarche en tant que compositeur. Il y eut d'abord, comme nous l'avons vu, une négation du système harmonique traditionnel basé sur les répétitions des différentes échelles séparées par la distance d'une octave, puis la volonté de donner à chaque son une individualité accusée. Or, on sait que la structure harmonique est le principe même de toute construction classique. Depuis Wagner et Debussy, il a fallu y renoncer. Comme Cage a éliminé la série de 12 sons, une structure rythmique fortement caractérisée lui devient indispensable comme support du discours. Pour bâtir cette structure, John Cage estime qu'il faut s'appuyer sur une idée purement formelle, impersonnelle, celle des relations numériques. Je prends un exemple simple. Un canevas de 10 mesures correspondra à un développement de 10 fois 10 mesures, canevas et développement pouvant être divisés irrégulièrement, etc., etc. Et on voit avec quelle acuité, presque un peu forcée d'ailleurs, Boulez renvoie à la musique de John Cage, effectivement très calculée, très mesurée, très composée, mais qui procède aussi d'une intuition assez grande, et c'est toute la poésie de Cage qui fonctionne avec cette intuition, et comment Boulez omet presque cette partie intuitive et poétique pour la transposer dans un champ rationnel qui est une des caractéristiques de Pierre Boulez. C'est-à-dire que si on écoute Boulez commenter John Cage, on a l'impression que Cage compose du Boulez. Alors qu'on n'aura jamais l'impression dans la correspondance que Cage s'approprie Boulez dans son propre champ, en fait.
Et tout au long de la correspondance, j'ai toujours été marqué par le fait que John Cage voue presque une vénération à son jeune collègue. Il ne faut pas oublier qu'entre Cage et Boulez, il y a 15 ans, 14 ans d'écart, et Cage est presque en admiration amoureuse devant Boulez. Toujours. Y compris dans les formules de politesse, dans la manière de conclure ses lettres, de commenter la manière dont il les reçoit. Il a toujours une espèce d'immense bonheur à recevoir les lettres de Boulez. D'ailleurs, Boulez aussi reçoit les lettres de Cage avec une certaine impatience, mais on voit que c'est davantage un appétit intellectuel qu'un appétit, enfin qu'un sentiment affectueux ou affectif, ou presque amoureux, je dirais. Là, je m'extrapole, hein, parce qu'on ne trouve absolument aucune trace de quelques déclarations que ce soit. Mais quand on lit toute la correspondance, et je l'avais lu, je dois l'avouer, à la sortie en France, il y a presque 30 ans maintenant, je ne l'avais jamais ressorti de ma bibliothèque jusqu'à mercredi quand j'étais dans l'avion. Et donc je l'ai relu en venant ici à Buenos Aires. Et c'est vrai que j'étais frappé, peut-être que je l'avais été moins à ma première lecture, mais par la perception sensible des deux compositeurs à un moment évidemment très déterminant de leur vie, c'est-à-dire que Cage a environ 40 ans, Boulez a à peine plus de 20. Il y en a un qui est déjà dans une maturité d'homme, dirais-je, adulte, et Boulez est un jeune homme qui est d'une violence et d'une virulence absolue. Il est quand même capable de définir la musique de Bartók comme étant une espèce de sous-musique de garde. Quand il commente les 6 quatuors qui sont donnés par le quatuor Veg à Paris de Bartók, il dit « Quelle magistrale interprétation, quel dommage que cette musique, à l'exception du 4e qu'il essaye de sauver, soit aussi pauvre. » Donc il y a une espèce de rigidité dogmatique chez Boulez à l'époque, qui n'est pas dénuée d'humour, d'ailleurs on en parlait avant de vous rejoindre ici, mais qui montre effectivement une espèce d'opposition, et stylistique, enfin, entre les deux personnages. Et c'est vrai que ce qui me passionne dans cette correspondance, c'est comment ces deux univers esthétiques sont soudainement réunis par un lien d'amitié. Et c'est vrai que 50 ans plus tard, 60 ans maintenant plus tard, presque 70 ans plus tard, on est frappé par le fait qu'on ne situe en général, enfin surtout pour les nouvelles générations je pense, jamais Boulez et Cage dans le même champ esthétique. Et que tout à coup on s'aperçoit qu'ils ont une correspondance de 10 ans où ils échangent des choses absolument communes. Enfin où il y a véritablement une correspondance au propre sens du terme, c'est-à-dire à la fois épistolaire évidemment, mais même sur le point de vue de recherche, de structure, d'univers sonore, etc. Et on n'entend plus du tout ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien où est Cage, en tout cas l'influence de Cage, et comment l'influence de Cage s'est développée d'une manière extrêmement forte dans les milieux de la danse, par exemple, grâce à son association avec Max Cunningham, ou dans les milieux des arts plastiques, puisque un grand nombre de performeurs revendiquent toujours John Cage comme un modèle, alors que Boulez n'a pas du tout cette influence au même endroit. C'est-à-dire Boulez représente à la fois la rigueur, le pouvoir, la star chef d'orchestre qu'il était en tant qu'analyste et interprète des œuvres du répertoire. Donc ce qui est très intéressant dans cette correspondance, c'est de voir comment pendant 10 ans se développe un discours intellectuel commun que 50 ans après, on a l'impression de ne jamais pouvoir réunir. Voilà le premier commentaire que j'avais à produire. Antoine. Oui. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai commencé, moi, à taper des textes sur une machine à écrire aussi archaïque que celle-là. La fameuse Lettera 32. Ah, c'était 32, ça. En fait, le problème de tout ce développement, je serais absolument, je veux rester modeste, je serais absolument incapable de le prolonger avec autant de brio. Mais
je vois bien la question sur l'institution et la manière dont la France a réglé un certain nombre de questions, ou a tenté d'y répondre, notamment grâce à Pierre Boulez, qui était qu'il fallait doter la France d'outils spécifiques. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien imaginer que l'IRCAM se développe au sein du Conservatoire national supérieur de musique, et non pas comme une institution adossée au centre Georges Pompidou. C'est une vraie question institutionnelle. L'IRCAM, c'est 76 de mémoire, hein, c'est-à-dire que ça fait 42 ans. Et la question qui se pose aujourd'hui en France, c'est est-ce que cette histoire va perdurer ou est-ce qu'elle va se conclure? Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en 76, l'informatique musicale représente... Je me souviens parce que dans mes occasions de rencontre avec Pierre Boulez, en 88, je travaillais à Strasbourg à l'époque et j'ai organisé un concert de Répond en 88 et il fallait environ 3 semi-remorques pour amener l'informatique musicale. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire Répond avec un laptop. Donc effectivement, à partir du moment où on n'a plus besoin du support logistique institutionnel pour créer des outils musicaux, peut se poser la question de savoir si l'institution qui a été créée pour la recherche est encore utile. Et est-ce qu'il ne faudrait pas investir cet argent ailleurs? Effectivement, on pourrait très bien développer un département informatique musicale au Conservatoire national supérieur de musique qui soit tout aussi efficace qu'une entreprise comme l'IRCAM. Pour l'instant, l'IRCAM garde Sébastien t'en parlerait mieux que moi, mais peut-être une certaine valeur ajoutée au système français. C'est-à-dire que beaucoup de compositeurs, de jeunes compositeurs internationaux, continuent à venir en France parce que l'IRCAM leur propose un cursus qui garde un certain prestige, qui permet d'aborder la musique autrement que par ses fondamentaux classiques, ça c'est certain, mais dont on ne sait pas trop si l'issue rencontre encore un public, une industrie musicale développée, et effectivement comment toute cette musique est absorbée par la question et des algorithmes et de la redéfinition du champ musical. Alors, ce que vous posez là comme question, me semble-t-il, c'est la question de savoir si l'artiste reste une figure irréductible à la technologie, ou effectivement, est-ce qu'elle va disparaître avec l'idée consumériste, disons, de l'art. Quand vous dites est-ce qu'on peut cloner Barenboim, par exemple, ou Pierre Boulez, ou John Cage d'ailleurs, c'est effectivement l'idée qui paraît un peu absurde, mais qui finalement nous arrive à tous, c'est que tout à coup, on peut redonner à vivre des émotions du passé. C'est-à-dire, par exemple, la génération d'aujourd'hui est la première qui a accès à l'original, même si l'original est mort depuis longtemps. Même dans les formes assez rudimentaires, elles pourraient être sophistiquées à l'extrême, effectivement, aujourd'hui, on a accès à des archives sonores ou visuelles des années 60 ou 70, par exemple, que les gens de ma génération n'avaient pas du tout, enfin n'étaient pas accessibles à l'époque où les choses existaient. Je vais prendre un exemple qui m'est très personnel, mais je travaille pour la rentrée sur un spectacle de Frank Zappa. J'ai aujourd'hui de disponible, même si j'ai vu des concerts de Frank Zappa, évidemment, mais j'ai aujourd'hui une capacité d'archives spontanément, enfin juste en tapant Frank Zappa sur Google, qui est 100 fois supérieure à ce dont on disposait en 1975, par exemple. C'est pas pour autant que la figure est toujours vivante. Elle alimente une espèce de nostalgie aussi, d'une époque révolue, mais qui peut toujours être réactivée.
Et effectivement, peut-être que la musique a atteint un seuil de perfection qu'on ne retrouvera pas à d'autres endroits. Je prends un autre exemple que vous connaissez bien ici, c'est par exemple Martha Argerich. On peut considérer que Martha Argerich est le sommet d'un art pianistique et d'un génie, d'une beauté, enfin, quelque chose qui devient mythologique. Donc le temps qu'on retrouve Martha Argerich, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc il vaut mieux la reproduire à l'infini. Quand je regarde un film sur Martha Argerich, quand elle a, je sais pas, 35 ans, on est absolument fasciné. Et on peut se demander, je pourrais citer Claudio Pollini, donc on peut se poser la question de savoir si à un moment la musique, enfin en tout cas telle qu'elle existe, n'a pas atteint une espèce de sommet, d'apex, qui finalement ne va pas sans cesse. On a discuté ça, pardon pour ceux qui n'en faisaient pas partie, mais sur les questions de l'opéra, c'est-à-dire est-ce que l'opéra aujourd'hui, puisqu'on est dans ce cadre du séminaire, est un opéra du passé, enfin est-ce que c'est sans cesse le même répertoire qu'on va revisiter à l'infini pour des questions... Vous savez, tous les films de science-fiction, Luc Besson, etc., il y a toujours une chanteuse d'opéra qui apparaît à un moment du film de science-fiction. C'est le côté super codé. Donc effectivement, toutes ces questions vont nous occuper. C'est-à-dire, est-ce que l'artiste reste cette figure irréductible et romantique qui a émergé avec Beethoven, disons, ou on pense l'unicité de l'artiste, la suprématie de l'artiste, sa capacité à transcender la société, et non pas effectivement à entrer dans un système reproductible et finalement consumériste. C'est très intéressant de travailler sur Frank Zappa, par exemple, parce qu'on voit comment Zappa fonctionne par image sonore. Vous savez, il a l'image country, et puis l'image contemporaine, et puis l'image musique de film, film d'horreur, film comique. Enfin, vous voyez, c'est plus du tout la grammaire telle qu'on essaye dans des pays intellectuels comme la France ou l'Argentine, qui est très proche finalement dans la pensée, dans la réflexion, de dire est-ce qu'on touche au langage, à la grammaire. Là, on n'est plus dans ces dispositifs, on est sur des images. Donc c'est des questions qui effectivement vont nous occuper. Je ne suis pas philosophe, je suis que ce que j'essaye de faire en tant que metteur en scène. Mais c'est vrai que ça intrigue beaucoup. Donc finalement, la question c'est, est-ce que les institutions vont perdurer? Est-ce qu'elles n'ont pas finalement tendance à figer les dispositifs? Alors j'ai tendance à le penser personnellement pour l'IRCAM. Je ne suis pas très ircamien dans mon être. Je pense que l'IRCAM crée un cliché pour les jeunes. Vous voyez, cette idée du progrès en art, du progrès en musique, il est totalement dépassé. Peut-être malheureusement, je ne sais rien, il faut le juger philosophiquement. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en 2018, on n'est plus dans cette idée irrévocable du progrès en art. Les avant-gardes ne se nourrissent plus du progrès en art. Et on voit bien que quand on débat sur l'opéra, par exemple, c'est très intéressant. Je veux dire, Boulez n'en a pas écrit, alors qu'il en a dirigé d'une manière absolument extraordinaire toute sa vie. Cage a essayé cette espèce d'expérience désastreuse pour moi qui est Européra. J'en ai revu une production il y a quelques années. Effectivement, on peut se poser vraiment la question du bien fondé. Philosophiquement, intellectuellement, c'est intéressant de partir de l'idée que finalement l'opéra d'aujourd'hui est une redistribution aléatoire du répertoire, des airs d'opéra. Et très franchement, le résultat est une frustration asséchante totale en tant que spectateur. Donc on peut se poser toujours la question de savoir si effectivement la pertinence elle est dans la redistribution sans cesse de la modernité. Parce qu'effectivement, à un moment, on va se retrouver simplement dans une idée de marché, de niche. Vous savez, il y a la niche Verdi. Et si vous aimez l'opéra, il vaut mieux écouter Verdi que la Rodman, d'une certaine manière. Par contre, si vous cherchez la modernité, et si vous avez un contentement intellectuel avec ça, il vaut mieux écouter La petite fille aux allumettes que la Traviata. Mais ça restera. Donc les questions
elles vont être organisées dans le monde. Quand tu parles de Spotify, etc., la question c'est de savoir les algorithmes, qu'est-ce qu'ils considèrent comme majoritaire. Una cosa importante, porque esto, pensarlo en proyección, el 50% de los clics en Spotify, el usuario se queda 30 segundos. El 20%, 15 segundos.